Alors après cette vue hélicoptère des différentes limites planétaires et du système Terre, on va se focaliser dans les 2 heures qui viennent plus spécifiquement sur l'aspect changement climatique, avec un talk plutôt technique et organisationnel et un talk plutôt éthique et philosophique qui va suivre. Le premier des 2 talks va être donné par Jérôme Messen et va se concentrer sur les stratégies pour atteindre la neutralité carbone. Et Jérôme est en fait passé par chez nous, hein. Il a eu son diplôme de thèse. C'était déjà l'ICT à l'époque ? Non. C'était pas encore l'ICT, juste avant le passage aux instituts. Il a travaillé dans différentes boîtes d'ICT pendant quelques années. Et puis, il a eu envie de changer son fusil d'épaule et il est rentré chez Climact, qui est donc une entreprise qui fait du conseil en stratégie environnementale. Il a travaillé pendant 3 ans au Vietnam pour aider à la définition des politiques de développement durable au Vietnam. Et depuis quelques années, il est de retour en Belgique. Et ce qu'il aime souvent dire, si je me rappelle bien, c'est que la raison pour laquelle il se lève le matin, c'est pas spécialement pour prendre un bon café bien corsé, mais plutôt pour aider les organisations, qu'elles soient entreprises ou services publics, à se mettre sur une trajectoire qui vise la neutralité carbone à un horizon temporel compatible avec les accords de Paris, typiquement avant 2050. Et c'est sur base de son expérience dans ce conseil auprès d'organisations diverses et variées qu'il vient nous parler aujourd'hui de ces stratégies et de la comptabilité carbone en général et comment est-ce qu'on implémente des stratégies qui sont science-based, d'où l'initiative Science-Based Target qui est généralement utilisée pour se mettre en chemin au niveau des entreprises. Voilà, Jérôme, je te laisse donc la parole. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ah oui, pardon, j'ai un autre point d'information. Merci Marie-Charlotte. Pour les personnes qui désirent obtenir les crédits de la formation doctorale, nous vous demandons de signer la feuille qui se trouve ici, qui va passer. Ah ben, je vois que Grégoire a très envie des crédits. La feuille de présence avec une petite signature à côté. Qu'on rapatriera à la fin de la séance. Merci et bonne suite de formation. Merci David. Vous m'entendez? C'est bon? Vous m'entendez bien? Merci David pour l'intro. Donc j'ai compris que je ne faisais pas de philosophie et d'éthique pour ce slot-ci, donc je vais essayer de rester un maximum technique. C'est un des critères en plus du briefing que j'ai reçu, hein, parce qu'on m'a envoyé tout un briefing, j'ai lu toute la liste des choses que je devais mentionner ici. Là, je me suis demandé, bah, tiens, j'ai combien d'heures, combien de jours pour parler de ça? Et puis en fait, c'est 1 heure. Donc je vais faire de mon mieux, rassurer d'abord les organisateurs, je vais parler des points que vous avez listés. Et puis, je teste le truc. Non? Ah oui, évidemment. Et puis je vais quand même... Donc après une petite introduction, je vais donc parler des 2 gros points sur lesquels on m'a demandé de vous raconter quelque chose. C'est donc d'une part ce que ça signifie, une Belgique neutre en carbone en 2050. Vous savez que ça a été fort discuté encore dans le cadre de la COP pour l'instant. Quelles sont les implications concrètes? Et je prendrai là un regard spécifique, un regard particulier qui est le monde des entreprises. Parce que la plupart des ingénieurs que vous formez ou que vous deviendrez travaillent en entreprise tous les jours, et donc je voudrais essayer de vous montrer de manière un peu plus spécifique concrètement ce que ça veut dire pour eux. Et puis je vais essayer de vous montrer comment elles prennent action, étant donné tous ces trucs. Vous avez eu déjà une première session ou l'autre sur les aspects physiques, sur les scénarios qu'il faut suivre d'un point de vue climat et d'un point de vue d'autres limites planétaires. J'essaierai de montrer comment les entreprises prennent action avec 2 points principaux. La mesure de leur impact sur le climat, ce qu'on appelle le bilan carbone, et puis après, les objectifs qu'on peut se fixer, en particulier ce qu'on appelle la méthode des Science-Based Targets, donc les objectifs qui sont alignés avec la science. Alors ça, c'était le briefing. Et comme je suis consultant, je suis obligé de faire passer mes petites recommandations, mes petits messages. Et je voudrais terminer avec un petit point sur le rôle des ingénieurs. D'abord parce que j'ai loupé la session spécifique là-dessus. Ou je vais louper, c'est ça? C'est déjà passé? OK. Et puis... Et parce que c'est important pour moi, parce que j'ai un fils qui est en Master 2 chez vous, et parce que j'ai une fille qui est en bio-ingé premier bac ici en dessous, qui a cours ici en dessous de nous. Je lui ai promis que s'il y avait des hurlements de folie, c'était ma faute. Alors, très vite, d'abord, pour introduire un peu Climact, on est une équipe d'une petite 50aine de personnes, 45 personnes. On compte engager environ 10 ingénieurs au sens large par an chaque année. Et on a 3 grandes activités. D'une part, on développe des scénarios long terme
pour les administrations, pour des ONG, pour des administrations régionales ou autres, qui essaient de montrer quels sont les avantages et inconvénients de scénarios long terme pour atteindre la neutralité carbone. On a notamment fait les scénarios fédéraux que le SPF utilise. Et donc c'est un peu dans ce cadre-là que je vais vous montrer ça veut dire quoi une Belgique neutre en carbone. On a à côté de ça une petite équipe de juristes qui aident des entreprises à développer des projets d'énergie renouvelable complexes, par exemple des communautés d'énergie, des communautés carbone et ce genre de choses-là. Et puis il y a l'équipe que moi je coordonne, qui fait vraiment du conseil aux entreprises pour les aider à bien comprendre quel est leur impact sur le climat, quels sont les objectifs qu'ils devraient se fixer pour être vraiment crédibles, et puis concrètement comment y arriver. Encore un dernier petit mot sur Climac, juste pour vous dire qu'on travaille dans tous les secteurs. On n'est pas biaisé, on ne vend pas de crédit carbone ou de software particulier ou de pompe à chaleur ou quoi que ce soit. On est là vraiment pour augmenter la maturité de nos clients. Donc ça veut dire que progressivement, ils volent de leurs propres ailes. On travaille évidemment dans le secteur de l'énergie, du transport public, le train, le rail, les voitures, un peu tout, de plus en plus dans le secteur de l'industrie, l'agroalimentaire, la construction. Et je voudrais un tout petit peu insister sur le rôle des banques. On travaille avec Belfius, BNP, Ethias et d'autres, parce qu'en fait, eux sont obligés aujourd'hui de regarder quels sont les risques climatiques, et je vais revenir là-dessus tout à l'heure, dans leur portefeuille de crédit. Et en fait, eux vont tout doucement mettre la pression sur les entreprises aussi pour qu'elles reportent un peu mieux, qu'elles disent un peu mieux ce qu'elles font sur le climat, et surtout, peut-être qu'elles se décarbonent, espérons-le. Pour l'anecdote, on travaille avec l'ULG, l'ULB, la VUB, la KUL, mais pas encore officiellement avec l'UCL. Voilà, la perche est lancée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une Belgique neutre en carbone? Vous avez déjà eu tous les aspects scénario GIEC et autres. Okay, donc je ne vais pas revenir sur la physique des choses, mais vous savez quand même qu'aujourd'hui, les effets du changement climatique, ils sont bien réels. On le voit dans toute une série de pays, y compris en Belgique. Et ils ont des effets assez importants. Vous savez par exemple que la sécheresse du Rhin en 2022 a été un des paramètres importants dans le pic de prix du gaz. Il y avait évidemment le robinet qui était arrêté du côté russe, mais à côté de ça, il y avait l'approvisionnement le long du Rhin qui était aussi quasi impossible à ce moment-là, plus une demande importante, etc., et donc qui ont fait monter les choses. Donc ça veut dire que ça peut avoir des impacts économiques assez importants. En Belgique, évidemment, on a tous en tête les inondations de 2021, qui auront coûté aux assureurs uniquement près de 3 milliards et qui ont causé surtout environ 40 décès. Je pense que ça a vraiment été un déclencheur, on le voit chez la plupart de nos clients. 2021, c'est quand même une année qui a fait très mal. En tout cas dans la partie wallonne, mais même, je dirais, plutôt à l'est de la Belgique en général. Et en fait, de manière générale, en Europe, les désastres du changement climatique, ça coûte beaucoup. Donc, je vous avais dit, je prends un regard entreprise, donc un regard un peu économique aussi. Il y a des statistiques qui sortent chaque année sur le coût économique européen des événements extrêmes météorologiques. Et alors, tout ça est monitoré avec évidemment des années où il y en a plus, des années où il y en a moins. Mais on voit clairement une tendance à la hausse, surtout sur les 4-5 dernières années. Et vous voyez par exemple que des années comme 2021 représentent un pic d'émissions énorme. C'est quasi 10% des 600 milliards qu'on a observés sur les 30 dernières années. Et donc ces coûts sont vraiment significatifs. Ce sont souvent des coûts qui sont transférés au public. Et donc toutes les régions, tous les pays commencent à se mettre sérieusement à la table d'études. Par exemple, la Flandre met toutes des études en place pour évaluer l'impact de la hausse des mers. On travaille par exemple avec le port d'Anvers. Le port d'Anvers, c'est un énorme poumon économique en Belgique. Ils ont identifié que parmi leurs principaux risques business, au risque de dire des injures ici, il y avait la cybercriminalité et la montée de la mer du Nord. Évidemment, les investissements qu'ils doivent faire, ça se décide maintenant pour fin du siècle, à peu de choses près. Même chose pour les vagues de chaleur dans les villes, c'est devenu vraiment une priorité pour certaines administrations. Enfin, une priorité, un point d'attention. Je ne reviens pas, je l'ai promis, sur les scénarios du GIEC, mais je voudrais quand même vous montrer que les politiques actuelles, elles promettent au mieux de stabiliser un peu les émissions. Vous avez ici l'évolution des émissions. Et les politiques qui sont annoncées, c'est-à-dire toutes les politiques de primes, de rénovation, de soutien aux renouvelables, etc., elles permettent plus ou moins de stabiliser les émissions. Mais le problème, c'est qu'il y a d'énormes incertitudes. On ne sait pas très bien où elles vont mener ces politiques. Quand vous dites on va mettre des primes pour l'isolation, vous ne savez pas exactement combien de personnes vont demander ces primes, qu'est-ce qui va être mis comme isolant, etc., etc. Et donc il y a une énorme incertitude ici sur le scénario
auxquels on est confronté si on ne change rien, on sait que ça oscille entre 2,5 degrés, 3,5 degrés, voire plus. Et vous savez aussi, je voudrais juste fixer le terme, qu'on vise pour 2050 au niveau mondial ce qu'on appelle une situation net zéro. Ça veut dire quoi net zéro? On vous l'a certainement déjà dit, on va peut-être le répéter dans certaines autres sessions, mais net zéro, ça veut dire que vous divisez vos émissions de gaz à effet de serre par 20 par rapport à 1990. Donc vous divisez par 20 et les petits 5% qui restent, vous essayez de compenser par des méthodes de capture du CO2, soit technologiques, techniques, soit naturelles, par l'augmentation des forêts ou des prairies permanentes, etc. Et qui dit net zéro en 2050 au niveau mondial, si on regarde les émissions historiques et la responsabilité et les moyens financiers dont nous disposons en Europe, on devrait idéalement atteindre cet objectif avant ça. Donc, net zéro, c'est un terme qui est utilisé au niveau mondial, qui représente une balance entre ce qui nous restera quand on aura fait tout ce qu'on peut pour réduire et des moyens pour capturer. Pour y arriver, la trajectoire à suivre, c'est environ 5% par an. 5-7% par an, ça dépend un petit peu de quelle année de référence que vous prenez, etc. Et en fait, le seul moment où on a réussi à avoir ce genre de réduction d'émissions, c'est la période du Covid. Donc ça veut dire que chaque année, vous devriez rajouter l'impact équivalent d'un Covid. Un Covid, deux Covid, trois Covid, etc. Et donc, évidemment, personne n'a envie de ça, mais vous vous rendez un petit peu compte de l'impact structurel que ça peut représenter. La bonne nouvelle, c'est qu'en Europe, en tout cas, on peut en être un petit peu fier, du moins jusqu'aux prochaines élections. On a une ambition réelle de s'attaquer au problème et de viser la neutralité carbone en 2050. On peut dire que ça ne va pas assez vite, mais on peut reconnaître aussi que malgré la guerre en Ukraine, malgré le Covid, malgré les tensions géopolitiques du moment, le Green Deal et l'ambition européenne restent une colonne vertébrale de la politique actuelle. C'est assez remarquable, d'après moi et d'après beaucoup d'observateurs. Et donc, comment est-ce que ça se traduit? Par toute une série de grands axes stratégiques, qui sont regroupés dans ce qu'on appelle le Green Deal européen, et qui couvrent tous les secteurs. C'est le transport, le bâtiment, l'alimentation, donc l'agriculture. Tous les secteurs vont y passer d'une manière ou d'une autre. Et puis, vous avez deux blocs qui sont un peu transversaux et qui vont accompagner le Green Deal, qui sont, d'une part, le financement de la transition. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on a les moyens et qu'on redirige les flux financiers vers les activités bas carbone? Et puis aussi l'aspect plus social, vérifier qu'on ne laisse personne au bord du chemin. Aujourd'hui, c'est très facile de dire qu'il faut rénover jusqu'au label A ou B des maisons, mais l'essentiel des familles ne savent pas le faire, ou bien accéder à des voitures électriques. Et il y a beaucoup encore de familles qui ne savent pas se permettre ce genre d'investissement-là. Voilà, toutes des grosses questions qui sont importantes et sur lesquelles on bosse pour l'instant. Ça, c'est pour le cadre général. Alors, l'Europe, là-dedans, qu'est-ce que ça représente? Environ 6% des émissions. On n'est donc évidemment pas grand-chose, mais évidemment, vous savez qu'on a un grand historique. On est donc la quatrième région du monde après la Chine, les USA et l'Inde, qui sont, en tout cas pour la Chine et l'Inde, des continents, on pourrait dire, qui sont en très forte croissance en termes d'émissions. Et évidemment, l'essentiel de nos émissions vient de la combustion des énergies fossiles, l'énergie en général. Donc 6% pour l'Europe. Et la Belgique, c'est 111 millions de tonnes de CO2 par an. C'est marrant parce que pour l'instant, on est en train de faire passer pas mal d'interviews et il y a pas mal de gens de l'EPL qui passent. Je leur demande toujours un peu les ordres de grandeur des émissions en Belgique et quels sont les secteurs principaux. Eh bien, je remarque que ça pourrait être remis encore dans certains cours parce qu'ils sont souvent à côté de la plaque. Donc, environ 10 tonnes par habitant, 111 millions de tonnes de CO2, si vous regardez le territoire. Donc ça, c'est en excluant tout ce qu'on importe de l'extérieur, mais en tenant compte quand même de tout ce qui est exporté. Vous savez, par exemple, que la moitié de ce qu'on produit en viande et produits laitiers est en fait à l'export. On a 2 fois plus d'agriculture que notre consommation. Quels sont les gros postes? D'abord l'industrie. 29% des émissions pour à la fois la combustion d'énergie en industrie et aussi les processus chimiques. Dans l'acier, dans le ciment, dans la chaux, vous avez des processus qui émettent du CO2, quelle que soit votre efficacité énergétique. Il y a évidemment le secteur de production d'énergie, les centrales électriques. Et puis 2 gros postes, le transport, le chauffage des bâtiments et puis les autres. D'accord? Si on regarde un petit peu l'évolution des émissions,
En fait, on a réduit une bonne partie de nos émissions, notamment les émissions industrielles, mais en grande partie à cause d'une délocalisation des sites les plus polluants. Aussi, depuis 2005, quand même, une forme d'efficacité qui a été améliorée. Mais on a quand même deux secteurs qui continuent à augmenter chaque année. C'est le transport. Alors, on est de plus en plus nombreux, nos patterns de mobilité n'ont pas fondamentalement changé, si ce n'est pendant le Covid, mais ils sont en train de reprendre un petit peu leur niveau d'avant. Et puis il y a le chauffage du secteur tertiaire, donc des bureaux, qui, voilà, vu notre croissance économique de ce secteur, sont toujours en augmentation. Si on regarde un tout petit peu les émissions belges, par rapport à un index de 1990. Donc vous voyez qu'on a plus ou moins réduit de 20% aujourd'hui nos émissions de gaz à effet de serre. Je vous l'ai dit, avec un aspect de délocalisation et puis des effets depuis 2005 surtout, un petit peu des politiques mises en place. Alors le problème, c'est que les politiques en place, elles mènent plutôt vers une augmentation des émissions. Donc elles ne sont pas du tout alignées avec ce qu'il faudrait faire. Les derniers plans climat qui ont été discutés, vous savez que ça a été tout un bazar pour collecter les contributions des différentes régions et les soumettre aux Nations Unies. Elles vont plutôt stabiliser les émissions. Or, on devrait viser pour 2030 un point qui est ici quelque part, moins 55% par rapport à 1990. Donc on n'y est pas du tout. Et puis surtout, on doit viser zéro en 2050. Pour fixer un peu les ordres de grandeur, donc le plan national air-climat, pour l'instant, c'est de l'ordre d'un demi-million de tonnes qu'on éviterait chaque année. Or, on doit plutôt éviter 5 millions de tonnes. Donc, si je fais un calcul un peu grossier, un peu raccourci, il y a un facteur 10 plus ou moins en termes d'effort qui est à atteindre. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les solutions, elles sont connues. La plupart des solutions sont connues. De manière générale, quel que soit le secteur, on doit essayer de se demander quelles sont les manières d'éviter des besoins en énergie, des besoins en matériaux, des besoins en déplacement, des besoins de toutes sortes qui sont non nécessaires et qu'on pourrait réduire. À côté de ça, on doit se demander comment est-ce qu'on peut shifter vers des matériaux qui stockent du carbone plutôt qui en consomment, ou des matériaux plus recyclés, shifter vers d'autres types de carburants, etc., etc. Et puis, on essaie évidemment de voir quelles sont les mesures un peu plus techniques qui améliorent des processus, donc qui augmentent l'efficacité énergétique pour un service donné. Donc, avoid, shift, improve, c'est un peu le cadre général que vous pouvez appliquer à tous les secteurs. Donc, ceux qui sont fans de la sobriété, vous retrouverez toutes les mesures qui sont liées dans ce qu'on appelle l'évitement. Ceux qui n'aiment pas la sobriété se réjouiront d'abord que les fêtes approchent et puis retrouveront leurs mesures plutôt ici du côté improve, etc. Donc, voilà quelques exemples. Dans le transport, réduire les distances, ça veut dire optimiser des flux logistiques, par exemple, revoir où on met des entrepôts, essayer de consommer plus local, le téléworking quand c'est efficace, quand il n'y a pas d'effet rebond, l'aménagement du territoire qui peuvent réduire les déplacements. Le shift modal vers des véhicules électriques, des véhicules peut-être plus... Et puis l'amélioration, c'est par exemple le downsizing, réduire le poids des véhicules pour qu'ils consomment moins, etc. Ou bien le covoiturage, toutes ces mesures. Même chose dans le bâtiment, il y a moyen de réduire les espaces, il y a moyen de réduire la consommation par de la rénovation. On peut shifter vers d'autres carburants, des pompes à chaleur et autres, ou de la biomasse durable. On peut améliorer les processus d'une manière ou d'une autre. Industrie, même chose. Ces trois types d'actions sont tout à fait applicables, et y compris là-dedans des mesures qui sont assez importantes, ou assez avec des niveaux de maturité technologique qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, le recours à l'hydrogène dans certains cas, etc. Même chose pour le secteur de production d'électricité. On commence par essayer de voir comment on peut réduire nos besoins grâce à une efficacité, grâce à du partage de l'énergie bien organisé. On essaie de shifter vers des énergies qui sont bas carbone. Et puis, on essaye évidemment d'améliorer les processus continuellement. Par exemple, pensez au secteur IT, qui a encore beaucoup à faire pour essayer de réduire son empreinte. Alors, si je voulais être un petit peu provoque, puisqu'on a encore eu le cas hier soir dans le débat sur LN24, à ceux qui disaient « mais il suffit d'avoir tel type de production d'énergie », oui, c'est une des mesures parmi
toute une série d'autres palettes à mobiliser. Et c'est la même chose dans l'agriculture. Comment est-ce qu'on peut réduire nos consommations? Vous savez que le Conseil supérieur de la santé nous encourage à consommer 2 fois moins de viande aujourd'hui que ce qu'on fait en Belgique et en Europe pour notre santé. Et bien voilà, si on fait ça, on réduira une partie de la production ou des émissions inutiles. Et puis, on peut shifter vers d'autres modes de pratique plus efficaces et décarbonés. Et donc, ces palettes de mesures, elles existent. Dans tous les secteurs, on les connaît. Certaines sont plus matures que d'autres. Le service public fédéral, avec notre modèle, a donc élaboré plusieurs scénarios. Il y a un scénario qui pousse toutes les mesures de type avoid, qui sont liées au comportement, pour réduire les demandes très fortes. Il y a un autre scénario qui s'appelle un scénario technologique, où on va au contraire pousser plutôt la production d'énergie au maximum, le renouvelable, la capture de carbone en fonction de ce qui est possible, etc., etc. Et puis il y a un scénario qui est appelé Core 95, donc qui est un peu le scénario agnostique, qui donne une part équivalente entre le côté comportemental ou les leviers plus technologiques. Il s'appelle 95 parce qu'il diminue par 95% les émissions de gaz à effet de serre et le reste est capté. Et sur base de ces scénarios, on tire toute une série de conclusions. Donc si vous allez sur notre site web, vous trouverez toute une série de rapports là-dessus. Et tous arrivent à réduire complètement les émissions de gaz à effet de serre. Ici, je prends des données européennes parce qu'on a fait la même chose pour l'Europe. Mais vous voyez par exemple que le bloc bleu, qui sont l'amélioration des processus, et le bloc rose, qui est le fuel switch, donc qui sont des mesures un peu plus technologiques. Dans le scénario technologique, elles font une grosse part de l'effort pour arriver à la réduction totale. Tandis que dans un scénario comportemental, on réduit très fort grâce à l'organisation de la société, à des patterns de consommation qui sont différents, et ce n'est pas toujours du comportemental, c'est très souvent lié à des mesures politiques, et puis les mesures technologiques jouent un moindre rôle. Donc il existe plusieurs chemins pour y arriver, c'est un petit peu là-dessus qu'on doit se concentrer. Voilà. Alors maintenant, ça c'est un peu le cadre. Une Belgique neutre en carbone, ça nécessite d'activer toute une série de leviers. Par la porte ou par la fenêtre, vous devrez faire un peu de technologie, vous devrez faire un petit peu de mesures plus sociétales. Ça c'est sûr. Il n'y a pas une vision qui est possible. Si vous jouez avec notre site web, vous verrez que ce n'est pas possible. Alors maintenant, je voudrais donc me pencher un peu sur les entreprises. D'abord, nous poser la question, pourquoi est-ce qu'elles devraient s'intéresser à ça? En fait, c'est pour réduire des risques sur leurs activités. D'accord? Et je vais un peu détailler. Ensuite, 2 outils qui sont importants et qu'on m'a demandé de détailler aujourd'hui, c'est l'empreinte carbone et les objectifs de réduction qu'elles peuvent se fixer, qui peuvent être alignés avec la science. Alors, pour une entreprise aujourd'hui, j'ai parlé du port d'Anvers tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Bonjour Axel. Il y a ce qu'on appelle des risques physiques et des risques de transition. Les risques physiques, ce sont les impacts sur les actifs de l'entreprise, donc sur les bâtiments, sur les véhicules. Vous avez des inondations, vous avez des vagues de chaleur, vous avez des pertes de rendement dans l'agriculture à cause du réchauffement climatique, à cause des impacts qu'on n'arrivera pas à éviter. Ça, ce sont les impacts physiques. Ensuite, vous avez les impacts dits de transition, les risques de transition, pardon. Ce sont en fait tous les impacts business liés aux politiques ambitieuses de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est par exemple l'obligation de switcher vers d'autres technologies. Vous devez remplacer votre système de chauffage, vous devez remplacer votre flotte de véhicules ou de camions, vous devez investir dans l'isolation de telle ou telle chose. Et bien tout ça, ça coûte aussi pour les entreprises. Donc ça représente un coût. Et puis à côté de ça, il y a évidemment toute la dimension politique et réglementaire. C'est-à-dire qu'il y a des interdictions, il y a des sites qui fonctionnaient, qui demain n'ont plus l'autorisation de fonctionner, des centrales au charbon et autres. Et puis vous avez des mesures qui indirectement aussi représentent un coût pour les entreprises. Par exemple, une taxe carbone sur l'acier, la chaux et autres représente un coût pour tous ceux qui achètent cet acier, cette chaux, ces briques, etc. On travaille par exemple avec Thomas et Piron en Belgique, et on étudie quel est l'impact sur leur bilan financier de scénarios possibles du coût carbone. Alors de plus en plus, il y a aussi un risque de réputation. Dans un monde en transition, une entreprise qui ne fait pas quand même ce qui lui est demandé commence à avoir aujourd'hui de vrais risques de réputation. Risque de réputation, ça veut dire qu'elle peut perdre des clients, elle peut perdre des marchés, des accès à des marchés où il y a des règles très strictes sur leur réputation ou sur leurs efforts. Et puis surtout, elle a du mal à embaucher. On a plusieurs clients
qui nous disent une de nos grosses, si pas principale motivation pour avoir une stratégie climatique, c'est parce qu'on n'arrive plus à engager des jeunes ingénieurs. Donc, tous les démarches des ingénieurs qui postulent ont un rôle assez important. Et puis, à côté de ça, il y a des risques, on va dire, plus de changements profonds de l'organisation de la société qui vont impacter les opérations de certains secteurs de l'économie. Pensez par exemple à, imaginez qu'il y a un shift massif vers l'économie circulaire ou vers le télétravail. Si on va encore un cran plus loin, eh bien, ça peut avoir des impacts importants sur la logistique, par exemple, etc., etc. Alors, en fait, aujourd'hui, toutes les grandes entreprises sont obligées de cartographier tous ces risques, de montrer ce que ça peut avoir comme impact sur leurs activités et de montrer quelles sont les mesures qu'elles mettent en place pour y remédier. Donc, en fait, ces risques, ça devient vraiment un gros truc, notamment dans le secteur financier, où la Banque centrale européenne regarde avec insistance toutes les banques et voir comment est-ce qu'elles anticipent ce genre de choses-là. Et donc, c'est d'abord pour ça qu'une entreprise va se mettre en ordre de marche aujourd'hui, si elle ne l'a pas encore fait. Je zoome un tout petit peu sur les risques de réputation. Vous savez qu'autrefois, il y a eu toute une période où il était assez à la mode d'acheter des crédits carbone pour prétendre qu'une entreprise était neutre en carbone. C'est-à-dire que vous aviez des émissions, mais vous achetez un certificat qui vous garantit qu'ailleurs dans le monde, il y a autant de tonnes de CO2 qui sont évitées grâce à des projets. Le problème, c'est qu'en fait, ça ne vous ralentit pas dans vos émissions, bien souvent. Et bien souvent, on se rend compte que ça détourne un peu l'attention des entreprises qui font plus attention à ce qu'elles financent plutôt qu'à leur propre bilan carbone. Or, aujourd'hui, étant donné tous ces risques climatiques, il est urgent qu'elles s'attaquent vraiment à réduire leur propre impact. Et en plus de ça, ça pose un problème de réputation. Et donc, on a notamment des ONG qui commencent à solidement s'équiper pour aller gratter le rapport de développement durable des entreprises et pour aller détecter ce qui n'est pas pertinent. Donc ça, il faut s'en réjouir. Il y a des réglementations européennes qui se mettent en marche et qui vont même parfois, bien prochainement, mettre des amendes aux entreprises qui prétendent que leur produit est plus vert qu'un autre si ce n'est pas démontré d'une manière robuste. Et puis à côté de ça, il y a des grosses controverses autour de ces crédits carbone. Et heureusement. Vous savez évidemment qu'il y a aujourd'hui, de la part des jeunes qui postulent, une des très grosses attentes sur le sens de l'entreprise et que beaucoup seraient prêts à réduire un peu leur salaire pour être dans une entreprise qui correspond à leurs valeurs. Vous connaissez aussi évidemment toutes les démarches de promotion qui, dans tel ou tel cadre, ont fait des discours assez émouvants, impactants, en disant qu'en fait, ils ne s'inscrivaient pas vraiment dans le modèle qu'on leur avait mis dans la tête. Et j'en ai déjà parlé lors d'une soirée à l'ILV avec quelques-uns d'entre vous. Je sais que c'est un sujet sensible. Moi, je suis un peu de l'autre côté de la barrière par rapport aux enseignants, je vais dire, parce que j'observe des gens qui ont ces attentes très très fortes. Et en fait, ça leur prend vraiment aux tripes. Ça mène parfois à des burn-out, trop souvent. Et donc, je pense que c'est urgent que le corps enseignant puisse au moins être bien au courant de tout ça. Alors, maintenant, une entreprise qui développe une stratégie climatique, et je vais arriver tout doucement au point qu'on m'a demandé de creuser. Concrètement, on leur propose toujours 5 grandes étapes. Alors je dis on leur propose parce que je fais ma pub, mais tout le monde fait un peu la même chose, d'accord ? La première étape, c'est d'abord de bien comprendre quels sont les enjeux, les risques, les opportunités liées au changement climatique pour telle ou telle boîte. Il faut que le management en prenne conscience, parce que tant que le plus haut niveau de direction n'a pas vraiment bien compris ce dont il s'agissait, il ne se passera pas grand-chose. On travaille par exemple avec D'Ieteren Auto, qui est le plus grand vendeur de voitures en Belgique et qui a bien compris quels sont les changements de mobilité profonds qu'il faut mettre en œuvre. Et c'est assez inspirant de voir comment un comité de direction, après avoir réfléchi à ces sujets, peut changer son modèle de business. La deuxième étape, c'est évidemment de mesurer l'impact d'une entreprise sur le climat. Ça veut dire réaliser par exemple un bilan carbone. Un bilan carbone, ça peut se faire sur l'organisation, ça peut se faire sur un produit en particulier, suivant une méthode d'analyse de cycle de vie. Ça peut se faire sur des émissions financées. Une banque, par exemple, va regarder l'impact carbone de tous ces crédits carbone ou ces crédits hypothécaires. On peut aussi quantifier l'impact carbone d'émissions évitées. Quelqu'un qui construit des éoliennes, par exemple, évitera des émissions de gaz à effet de serre par ailleurs. Et il doit aussi pouvoir montrer cet impact qui n'a rien à voir avec son impact à lui, mais qui est intéressant à montrer. Il y a d'autres choses qu'on peut monitorer, d'autres outils à mettre en place, je ne vais pas m'étendre là-dessus.
Alors, une fois que vous avez votre bilan carbone, donc c'est une photo à un moment donné de votre impact, vous regardez vers le futur. Que va devenir mon impact sur le climat si je continue à grandir tel que mes business plans le prévoient, si j'acquiers telle ou telle entreprise, ou si je développe tel nouveau service, etc., etc. Cet objectif, il doit ensuite être comparé à une trajectoire idéale, celle qu'il faudrait suivre si on voulait s'aligner à l'accord de Paris. Ça, c'est ce qu'on appelle les Science-Based Targets, que je vais décrire un petit peu plus tout à l'heure. Et sur base de cette comparaison entre l'avenir tel qu'il se dessine et l'avenir idéal qu'il faudrait suivre, l'entreprise va se fixer des objectifs. Elle va dire, OK, mais moi je veux être pionnier, je veux être aligné avec ça, ou bien je veux être plutôt défensif et dans 5 ans je m'y mettrai, pour telle ou telle raison. Sur cette base-là, elle va se fixer des objectifs. Et donc c'est un moment assez stratégique, c'est un moment assez important. Bon, se fixer des objectifs, ça reste évidemment un exercice très théorique. Donc, l'étape suivante, c'est de développer un plan d'action pour y arriver, de trouver des mesures pour améliorer l'efficacité de ceci, cela, réfléchir, avoid, shift, improve, pour toutes les catégories de bilan carbone, j'y reviendrai tout à l'heure, pour arriver, espérons-le, à ces objectifs. Et si elle fait tout ça, l'entreprise a tout intérêt à communiquer, elle a intérêt à montrer ce qu'elle fait, c'est-à-dire tout ce qu'elle fait, mais sans prétendre faire des choses qu'elle ne fait pas, ou sans prétendre être la meilleure de la classe quand ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a ces enjeux de réputation. Ça, c'est un petit peu ce qu'une entreprise va faire pour le climat, et parce qu'elle est poussée par la réglementation, par ses fournisseurs, ses clients, etc., etc. Elle va aussi le faire peut-être pour d'autres dimensions à l'avenir, la biodiversité et autres. Moi, je vais aujourd'hui creuser 2 points qui sont le bilan carbone d'une organisation et les objectifs Science-Based Targets. Je voudrais juste lever un peu la main ceux qui ont quelques notions du bilan carbone. C'est quand même une bonne partie. Levez la main ceux qui ont quelques notions des Science-Based Targets. C'est beaucoup moins, donc je vais prendre un petit peu plus de temps sur les Science-Based Targets. Parfait. Merci pour votre interaction. Alors, quand on fait un bilan carbone, la plupart, c'est tout ça, mais donc je vais essayer d'insister sur les pièges et les manquements que l'on observe aujourd'hui. La première étape, c'est de savoir qu'est-ce que vous mettez dans le périmètre de votre bilan carbone. Vous êtes une entreprise, n'importe quelle entreprise, vous devez essayer de voir quelles sont les entités, toutes les filiales, tous les bureaux, tous les sites que vous devez mettre dans votre périmètre de comptabilité. Alors, malheureusement, il y a énormément de bilans carbone qui laissent facilement glisser hors du scope des entités sur lesquelles ils n'ont pas assez de contrôle ou ils ont l'impression de ne pas avoir de données et de laisser un petit peu ça tomber. Ça passait pour l'instant parce que personne ne connaissait vraiment bien les méthodes de bilan carbone. Ça passe plus aujourd'hui, d'autant plus que la réglementation européenne qui va obliger toutes les grandes entreprises à publier leur bilan carbone est un petit peu plus précise quand même sur le périmètre qu'il faut prendre en compte. Et surtout, si vous voulez avoir des Science-Based Targets approuvés par des ONG internationales, là, vous avez des experts qui vont vraiment mettre leur nez dans votre périmètre et qui vont venir vous ennuyer si vous laissez tomber une petite filiale qui vous ennuie un peu ou bien un site. Retenez surtout qu'il y a des règles qui existent. Il ne s'agit pas de choisir ce que je veux mettre dedans ou ce que je ne mets pas dedans. Il y a des règles bien claires qui sont à suivre. Et donc ça, c'est vraiment le premier risque de greenwashing pour une entreprise, c'est de faire cet exercice à moitié. Deuxième étape, pour tous ces sites, c'est de regarder quelles sont les sources d'émissions de gaz à effet de serre qui peuvent avoir un rôle, qui peuvent intervenir dans mes activités. Et donc, on parle ici toujours de 3 périmètres, le scope 1, le scope 2, le scope 3, ça vous connaissez pour la plupart. Scope 1, donc, pour rappel, ce sont toutes les émissions liées à vos actifs, donc la combustion de pétrole dans vos voitures, dans le chauffage, les émissions de gaz réfrigérants et autres. Et puis, à côté de ça, tout ce qui est lié à l'achat d'électricité ou l'achat de vapeur. En gros, le scope 1 et 2, c'est votre facture énergétique, à peu de choses près, avec les réfrigérants en plus. Et donc, c'est ce que vous payez à la fin du mois, c'est ce qu'une entreprise a bien intérêt à réduire. Et c'est ce qu'elle contrôle le plus directement. À côté de ça, il y a le fameux scope 3, les émissions indirectes. De nouveau, là, malheureusement, il y a énormément de bilans carbone qui font un peu du cherry picking dans ce scope 3 pour aller chercher des catégories où ils se sentent à l'aise de reporter et qui négligent plus ou moins volontairement les gros éléphants dans la pièce. Donc, il est important de prendre en compte la fabrication de tous les produits et tous les services que vous achetez.
Thomas Épiron, que je mentionnais pour l'instant, achètent par exemple de l'acier, des briques, du verre, du ciment. Il est important qu'ils prennent dans leur périmètre de bilan carbone, c'est la production liée à l'industrie de ces produits. Vous êtes un vendeur de voitures, vous devez prendre en compte la fabrication des voitures que vous achetez, etc., etc. Vous devez aussi prendre, évidemment, les déplacements commerciaux, le déplacement de vos employés vers le bureau tous les jours, vos déchets d'entreprise, les bâtiments que vous louez à d'autres en tant que propriétaire ou en tant que locataire, et puis toute la logistique de transport, de distribution de vos produits. Et puis, vous devez aussi regarder des postes qui sont un peu en aval de vos activités. C'est par exemple les investissements. Vous avez investi dans tel fonds, vous avez octroyé des crédits à gauche, à droite. Il est important de pouvoir inscrire ça dans le périmètre. Et puis, vous devez regarder aussi quel est l'impact des produits que vous vendez. Donc, un distributeur de voitures, par exemple, doit pouvoir prendre en compte l'utilisation des voitures vendues chaque année pendant toute leur durée de vie, qu'elles soient électriques ou à essence. Ça fait partie de sa responsabilité. Si demain, il y a un prix carbone sur le carburant des voitures, ce qui s'annonce pour 2026-27, eh bien, elle doit savoir que pour ses clients, ça va devenir un problème. Et si elle ne l'a pas mis dans son périmètre, elle ne va pas bien anticiper ce genre de risque. Encore une fois, ce bilan carbone, c'est une manière d'anticiper les risques. Voilà, et donc ce scope 3, c'est évidemment bien souvent quelque chose d'important, j'y reviendrai. Alors, concrètement, comment ça se passe un bilan carbone? En fait, vous devez collecter toute une série de données d'activité, les kilomètres parcourus, les tonnes de matériaux achetés, les dépenses que vous avez faites pour tel ou tel service, les mégawattheures d'énergie que vous avez achetés. Et tout ça est après traduit en CO2 ou en CO2 équivalent grâce à ce qu'on appelle des facteurs d'émission qui sont issus de bases de données scientifiques. Voilà, et donc il y a un travail de collecte de données et puis de calcul pour consolider ça et présenter les résultats. Alors, je voudrais juste encore insister un tout petit peu sur cette histoire de scope 3. Pour la grande majorité des entreprises, c'est évidemment le gros bloc. Pensez à ce distributeur de voitures. Entre ce qu'il consomme dans ses bureaux, même dans ses showrooms, et l'impact de toutes ces voitures vendues chaque année qui vont durer une dizaine d'années, voire plus, vous vous rendez bien compte que c'est là qu'il y a le gros bloc. Pensez à une chaîne de grands magasins. On travaille avec Carrefour, Lidl, par exemple. Eh bien, 95-97% des émissions de gaz à effet de serre de leur périmètre, c'est évidemment l'agriculture en amont pour produire la viande, le fromage, les légumes qu'ils nous revendent. Bien sûr, ils ont moins de leviers d'action sur l'agriculture en amont. Bien sûr, ils peuvent les influencer dans une certaine mesure, mais pas complètement. Mais c'est important qu'ils puissent mettre ça en carte aussi, pour anticiper toujours ces risques et ces réglementations sur l'agriculture et autres. Pensez à une banque, 99,99999% de leur impact, c'est évidemment l'impact des entreprises qu'ils ont financées ou des ménages qu'ils ont financés avec les crédits hypothécaires. Et donc c'est pour ça qu'il y a toute une série de réglementations aujourd'hui qui sont assez strictes pour que les banques fassent cet exercice proprement pour aussi anticiper les risques. Alors, prenez un réseau de distribution de gaz et d'électricité, Ores, Sibelga, Fluvius par exemple. Bien, eux, ils ont un rôle assez particulier parce qu'en fait, ils sont transporteurs de gaz et d'élec. Et donc, quand vous faites le bilan carbone, vous avez en amont la production d'électricité qui est carbonée quand il y a des centrales au gaz. Et puis, vous avez en aval l'utilisation, la combustion du gaz qui a été transmis. Et donc, en fait, ils ont un bilan carbone très, très lourd, mais très, très important à cartographier pour anticiper ce que pourrait devenir une réglementation sur le gaz, sur l'électricité, etc. Donc, voilà, c'est évidemment quand vous prenez en compte ce genre de scope 3 que vous commencez à avoir une vraie discussion avec les entreprises sur leur futur, sur leur alignement, leur cohérence avec une trajectoire véritablement bas carbone. Alors, je pense que vous avez une autre session dans cette conférence sur l'impact cycle de vie. Donc, il y a évidemment des liens entre le bilan carbone ou l'impact environnemental d'une organisation et d'un produit. Le produit, c'est un peu plus spécifique. Là, on va zoomer sur quelques catégories de bilan carbone qui sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre et pour l'utilisation de votre produit. Voilà pour le bilan carbone. Donc, le bilan carbone, c'est une photo assez détaillée, assez imprécise parfois, avec des hypothèses, avec de l'incertitude, que vous allez essayer d'améliorer au cours du temps et qui vous donne un petit peu l'état de votre impact sur le climat au sens large.
encore une fois, les choses sont en train de très fort se structurer et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, avoir la photo de ces émissions, ce n'est pas suffisant, il faut essayer maintenant de les réduire et donc de se fixer un objectif qui est pertinent. La fameuse institution Science Based Target, enfin organisation, c'est un truc poussé par des ONG, donc par le CDP, par le World Resource Institute en particulier, et soutenu aussi par le WWF pour les aspects méthodologiques. Donc ce sont des ONG qui ont dressé toute une série de critères et de méthodes pour voir dans tous les secteurs quelle devrait être la trajectoire à suivre pour s'aligner avec un accord de Paris au niveau mondial. C'est-à-dire, dans la construction, à quelle vitesse est-ce qu'il faut réduire les émissions, dans la production des matériaux de l'industrie, dans l'agriculture, dans le transport, etc. etc. Et si vous ne tombez pas dans ces secteurs, quel serait un critère général à suivre pour s'assurer que vous réduisez d'environ 5% par an, puisque tout ça est déduit, si vous voulez, des scénarios scientifiques. Ça connaît un énorme succès. Il y a aujourd'hui environ 7000 entreprises qui sont là-dedans. Un certain succès en Belgique aussi. Il y a eu toute une phase où beaucoup d'entreprises belges se sont mobilisées autour de ça. Et c'est particulièrement ambitieux. Alors, on peut discuter de la méthode, de tel secteur où il faudrait aller un peu plus loin, où ce n'est pas très clair. En attendant, je peux vous dire que ces méthodes, quand on les soumet à des entreprises et qu'on présente au patron ou à la patronne ce que ça signifie vraiment pour l'entreprise, dans la plupart des cas, c'est plutôt un GLUPS. C'est ça que ça veut dire, s'aligner avec la science. Et donc là, vous rentrez un petit peu dans le concret, c'est-à-dire comment est-ce que je garde mes emplois, comment est-ce que je garde une forme d'activité qui peut s'aligner avec ça. C'est là que ça devient évidemment intéressant. Le nombre d'entreprises qui rentrent là-dedans double presque chaque année, avec des petites boîtes, des grosses boîtes, et je vous l'ai dit en particulier en Belgique. Alors concrètement, quels sont le genre de critères que vous pouvez appliquer? Donc vous avez votre bilan carbone, vous savez vers où vous allez. Quels sont les critères que vous devez appliquer? Alors il y a ce qu'on appelle un principe de contraction absolue. C'est en fait donc de réduire les émissions absolues de votre bilan carbone. C'est-à-dire que quels que soient vos plans de croissance, d'acquisition de ceci, cela, vos émissions par rapport à une année de départ doivent diminuer d'environ 4% par an pour le scope 1 et 2, que vous contrôlez bien, et d'environ 2,5% pour le scope 3 que vous contrôlez moins bien. Okay? Et donc, ça veut dire que souvent, indépendamment de la croissance de l'entreprise, vous devez réduire de manière absolue les émissions. Et donc, c'est un vrai challenge. Ça, c'est un peu le principe général. Et en fait, il y a d'autres principes ici. Mais les experts de Science Based Target regarderont toujours si vous êtes plus ou moins aligné avec ça au final. Et donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que ça pousse vraiment l'entreprise à suivre les scénarios qui étaient bien connus. Alors, je dis il y a d'autres méthodes parce qu'il y a des méthodes plus spécifiques à certains secteurs où on peut regarder l'intensité des émissions, par exemple, pour la consommation d'énergie dans un bâtiment. Un constructeur d'appartements, il doit aussi prendre dans son bilan carbone l'utilisation des bâtiments pendant 60 ans et il peut se mettre comme objectif que l'intensité par mètre carré doit réduire de X% par an. En fait, quand vous faites le calcul de ce X% par an par rapport à une croissance de l'entreprise, vous allez vous retrouver à quelque chose qui est autour de ça. Il y a des trajectoires comme ça qui sont définies donc, pour toute une série de secteurs. Par exemple, l'agroalimentaire. Toutes les chaînes de supermarchés maintenant vont devoir repasser par ces nouveaux critères parce qu'il y a des trajectoires spécifiques, même pour les produits dans ce cas-là, pour le poulet, pour la viande de bœuf, pour les œufs, pour le lait, etc. Il y a des trajectoires très strictes à suivre. Ça va être assez sympa de voir comment ils vont s'aligner à ça. Il y a des objectifs aussi qui sont spécifiques à l'achat d'électricité. Par exemple, sur la part d'électricité renouvelable que vous pouvez acheter, évidemment avec des grosses mises en garde sur le type de garantie d'origine qui est utilisé pour ça. Vous avez d'autres mesures ici, sur lesquelles celle-ci je ne vais pas trop m'étaler, mais il y en a une qui est quand même importante à bien sentir, c'est qu'une manière parfois de réduire votre bilan carbone sur les émissions indirectes, c'est en fait de demander à vos fournisseurs de eux-mêmes s'inscrire dans Science Based Target. Donc vous achetez par exemple des poutrelles en acier pour construire vos appartements. Plutôt que d'essayer de réduire les émissions de l'acier, vous pouvez demander à votre fournisseur de lui-même s'inscrire là-dedans. C'est ce que vont faire par exemple la plupart des chaînes de supermarchés. C'est ce qu'elles faisaient, mais elles vont devoir changer un peu la méthode. C'est ce que vont faire la plupart des banques aussi. Donc elles disent, voilà, l'impact carbone de mes crédits aux entreprises, c'est autant. Je vais m'assurer qu'il y a les 2/3 de mes entreprises qui vont avoir eux-mêmes un objectif Science Based Target.
Et donc, c'est un petit peu refiler la patate chaude. C'est plutôt un objectif de moyen qu'un objectif de résultat. Mais ce n'est valable que pour le scope 3. Et ce n'est valable qu'à court terme, d'ici 2030-2035, en fonction de l'échéance que vous mettez. Pour tous les objectifs qui vont plus loin, là, vous êtes obligé de vous-même vérifier que les émissions sont en train de réduire. Et pourquoi est-ce qu'on peut aller plus loin? Parce qu'il y a un objectif, une guidance spéciale qui s'appelle la guidance net zéro. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que net zéro, c'est un concept qui fait du sens au niveau mondial. On lui a un petit peu tordu le cou pour l'appliquer au niveau des territoires. On lui tord maintenant encore un tout petit peu plus le cou pour l'appliquer au niveau d'une entreprise. Et en fait, net zéro pour une entreprise, pour revenir à ce sur quoi j'insistais tout à l'heure, concrètement, elle ne peut pas annoncer qu'elle est net zéro aujourd'hui. Elle ne pourra le faire que quand il y aura une série de conditions qui seront respectées. Les conditions, c'est quoi? C'est qu'elle a divisé ses émissions de gaz à effet de serre, scope 1, 2, 3, par 10. Je vous dis 5 pour les pays. Ici, c'est plus ou moins par 10, moins de 90%. Et que vers 2050, 2040, elle a atteint un point d'équilibre parce qu'elle aura investi aussi dans des mesures pour neutraliser ses émissions. Et il y a encore toute une série de controverses et de discussions sur les mécanismes qui pourront être utilisés ici pour y arriver. Et alors, un autre critère de Science Based Target pour pouvoir prétendre être net zéro, c'est que vous devez avoir un objectif donc sur le long terme, le 2050, mais aussi sur le court terme. L'idée, ce n'est pas d'attendre et puis dire « ouais, pas de problème » et puis en 2040, je vais investir massivement dans des gros trucs. Ça ne marche pas. Vous n'aurez pas le cachet Science Based Target. OK? Donc, Science Based Target, les entreprises peuvent s'inscrire dans ce mouvement et alors elles reçoivent une forme d'étiquette, de label, qui montre qu'au moins sur les objectifs de réduction, elles ont bien pris la mesure des enjeux auxquels il faut arriver. Concrètement, comment ça se passe? Parce qu'on m'avait demandé d'être pragmatique dans mon briefing aussi. Donc, eh bien, la première étape, c'est la plus facile. Vous téléchargez un PDF, vous le faites signer par votre boss, il l'envoie à Science Based Target, vous êtes à ce moment-là dans la procédure. Et donc là c'est un peu comme l'accord de Paris. Vous avez toute une série de CEO qui signent ça comme un président de pays en n'ayant aucune idée de ce que ça veut dire et en se disant de toute façon, dans 5 ans, je ne suis plus là. Et donc, ça arrive quand même pas mal. Et le problème, c'est après, évidemment. C'est quand vous commencez à calculer pour votre entreprise concrètement ce que ça veut dire. En prenant en compte tous ces critères, toute votre chaîne de valeur, l'ensemble de votre scope 1, 2, 3. C'est là qu'on se retrouve les manches, c'est là qu'on commence un petit peu à transpirer. Vous développez, en fait, vous calculez ce à quoi il faut atteindre. Vous essayez de montrer quel est le plan d'action qui vous rend confiant pour atteindre cet objectif. Y compris en engageant les parties prenantes, etc. Et puis vous soumettez ce dossier aux experts de Science Based Target, qui sont des gens vraiment issus de l'académique, du WWF, et qui vont regarder dans le détail si vous avez un bon périmètre, si vous avez une bonne année de base, si vous réduisez suffisamment, si vous êtes en ligne avec les dernières évolutions des critères, parce que tout ça bouge beaucoup. Par exemple, vers 2025, on aura le prochain rapport du GIEC qui va dire on n'y est pas encore, il faut accélérer. Eh bien, Science Based Target va probablement augmenter le niveau d'ambition, puisque si vous vous alignez avec la science, vous vous alignez avec la science tout le temps. Ce n'est pas juste la science à un moment donné. Et donc là, vous soumettez votre dossier, vous avez les experts qui regardent votre dossier, qui vous posent toute une série de questions, et si vous y répondez correctement, si vous démontrez que vous avez bien fait le travail, alors vous recevez ce label et vous pouvez en parler publiquement. Pour une dynamique d'entreprise, concrètement, c'est au moment où on développe ceci et qu'on s'apprête à envoyer le dossier que les vraies questions se posent. Parce que c'est de nouveau le comité de direction qui doit signer le truc et qui, à un moment, voit les plans d'investissement qui seraient nécessaires pour ça, les plans le changement interne, qui entendent la résistance au changement des gens qui ont été impliqués là-dedans. C'est à ce moment-là que ça commence à devenir un peu plus épicé. Et je me réjouis que ça arrive, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'on se pose des bonnes questions, vraiment. C'est à ce moment-là qu'on se dit, mais comment est-ce qu'on y arrive? Et qu'on n'est plus dans la théorie d'un objectif ou d'une politique de ceci, de cela. Alors, une bonne nouvelle quand même pour les entreprises et les ingénieurs qui travaillent dedans, c'est qu'il y a quand même pas mal de bénéfices qu'on observe réellement de pouvoir se mettre là-dedans. Bien sûr, d'abord, vous anticipez la réglementation. En faisant ça, vous êtes plus efficace, vous consommez moins de ceci, moins de cela. Donc, vous préparez à la réglementation. Vous construisez votre réputation, parce que ça reste vraiment ambitieux, et donc dans la plupart des cas, c'est assez crédible.
vous pouvez accéder à certains marchés, vous pouvez même accéder à des financements verts, puisque les banques doivent faire attention à qui elles prêtent leur argent. Elles vont mettre des taux d'intérêt préférentiels à ceux qui sont Science-Based Target et pas aux autres. Et vous avez un peu un effet boule de neige qui se met en place. Et donc, elles pourraient avoir des... c'est déjà le cas aujourd'hui. On a des clients qui doivent monitorer leur CO2 pour garantir tel ou tel prêt à tel taux. Vous avez évidemment une anticipation des risques de transition. Et puis, si vous êtes plus efficace sur votre consommation d'énergie, eh bien évidemment, vous économisez un peu d'argent quand même, souvent. Il y a des choses qui coûtent là-dedans. Quand vous devez forcer vos suppliers, vos fournisseurs, à être Science-Based Target, souvent ils vont dire « Ok, je veux bien, mais alors tu vas payer plus cher ». Et donc, il y a des mesures qui coûtent plus cher pour l'entreprise, mais il y en a d'autres qui vont être bénéfiques. Au total, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises, en Belgique en particulier, qui voient vraiment un avantage au sens large. Vous avez ce genre de grandes études, de gros cabinets de conseil qui appellent une trentaine de CEO. Et on leur demande un peu qu'est-ce que vous pensez de tout ça, est-ce que c'est important ou pas. Et vous voyez qu'il y a une bonne partie des répondants qui disent en fait, moi je m'engage dans une stratégie climatique ou développement durable au sens large, bien crédible, parce que ça va me faire vendre plus. Ou plus cher, parce que je vais pouvoir retenir mes employés, 30% répondent dans ce sens-là, ça va me réduire mes coûts, et puis mon entreprise, en fait, va être valorisée de manière plus importante, parce qu'elle a une étiquette en plus. Voilà. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, cette vision d'entreprise, cette vision de patron, de patronne. Je pense que c'est important à prendre en compte. Aujourd'hui, c'est ça la réalité économique. Ce sont des boîtes qui avancent, qui sont dans un contexte bien spécifique, avec énormément de défis. Si on peut trouver des arguments qui vont dans leur sens, tant mieux. Quelques petits exemples sur lesquels on a travaillé récemment. Vous avez l'INEAS, qui est la compagnie de transport ferroviaire des marchandises en Belgique, la principale. Des petits bureaux, ou bien Spadel qui fait les bouteilles de spa, là. Des petits enzymes. Une Realco qui est basée ici à Louvain-la-Neuve, qui fait des enzymes. La Delaine en Flandre, la compagnie de bus. Lidl, Befimo qui loue des bâtiments, et il y en a des tas d'autres, on travaille tous les jours là-dessus. Donc il y a quand même un engouement autour de ça. Mais évidemment, si vous vous souvenez un tout petit peu de toutes ces étapes nécessaires pour avoir une véritable stratégie, les objectifs Science-Based Target, c'est jamais qu'un petit truc ici. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, on a les critères pour dire cet objectif-là, il est crédible et celui-là ne l'est pas. Mais ça ne veut pas encore dire qu'elles y arrivent. Ça, c'est le gros challenge des 5-10 prochaines années, c'est de vérifier que toutes ces entreprises sont en ligne avec ce qu'elles ont annoncé. Pardon, je n'avais pas vu qu'il y avait encore cette animation qui traînait. Voilà, alors j'arrive tout doucement au terme de ma présentation. Donc, il y a des enjeux quand même qui représentent beaucoup de risques. Il y a un bilan carbone qui est une étape obligée. Il y a des règles bien claires à suivre. Et puis, il y a des objectifs qui doivent être mis. Mais maintenant, la transition de demain, on est tous ici plus ou moins ingénieurs. On a une vision très spécifique de ça. Je voudrais revenir, et certains d'entre vous ont déjà vu le slide, mais sur une étude qu'on a faite avec d'autres partenaires il y a une dizaine d'années, sur le futur du secteur de l'énergie, de la transition énergétique en Wallonie. Et en fait, on était avec des sociologues, des économistes et d'autres ingénieurs. Et alors, donc on avait une étude de 2 ans. Il nous a fallu 1 an pour savoir de quoi on parle quand on parle de la transition énergétique. Les ingénieurs, nous, on a l'impression que c'est simple. La transition énergétique, est-ce que c'est distribué ou pas distribué? Est-ce que c'est du nucléaire ou du renouvelable? Bagnole électrique, pas bagnole électrique? C'est ça les grosses questions. Et puis, à côté de ça, vous avez l'économiste qui dit « mais ce n'est pas du tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que vous êtes dans un marché local ou un marché international? Est-ce que c'est du gaz ou du charbon d'un point de vue macroéconomique ou bien... ou autre. Et en fait, il s'en fout que ce soit distribué ou pas distribué. Et puis, vous avez le sociologue qui dit et moi, je m'en fous que ce soit un marché local ou pas. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est l'État qui investit là-dedans? Est-ce que ce sont des entreprises privées, des coopératives? Quel est le jeu d'acteurs derrière tout ça? En fait, il y a énormément d'autres dimensions importantes pour mettre en œuvre la transition, que ce soit au niveau d'un territoire, mais aussi en fait dans une entreprise. Là aussi, vous avez besoin d'être confronté aux juristes, aux sociologues, aux responsables des ressources humaines et autres. Et donc, on avait fait plusieurs scénarios qui se distinguaient très fort en fonction du type d'acteurs qui intervenaient. Est-ce que c'est des acteurs commerciaux ou pas? Donc, plutôt étatiques, publics.
Et puis, est-ce que les réseaux, d'un point de vue technique, étaient très centralisés ou très distribués? Et là, vous arrivez à des images très différentes, avec par exemple un scénario très centralisé, très commercial, où vous auriez quelques gros acteurs, hein, les Tesla et les Siemens, qui se mettent ensemble autour d'une table, qui disent « OK, on va définir la transition pour toute l'Europe ». Vous avez une version très centralisée, mais très publique, où c'est la Commission européenne, avec toute une série d'experts, qui va dire, OK, voilà comment on va planifier les investissements publics dans tous les sens pour construire des centrales, pour réaménager le territoire et autres. Vous pouvez avoir un scénario où on est très commercial et très distribué, avec toute une série de start-up dans tous les sens qui inventent des apps pour être plus efficaces à gauche, à droite ou échanger nos modes de mobilité. Vous avez un scénario distribué, non commercial, qui, pour être un peu caricatural, se baserait surtout sur les modèles de transition un petit peu plus volontaires. Voilà. Et la réalité de notre transition, pourvu qu'on y arrive, c'est évidemment un mix de tout ça. Ce sera un petit peu de tout. Mais ce qui est certain, c'est que l'ingénieur, là-dedans, il va devoir interagir dans des contextes complètement différents d'aujourd'hui, avec des personnes auxquelles il n'a pas l'habitude de s'adresser. Et donc, ça pose toute une série de grosses questions. On est dans un monde super technique, donc vous devez former des gens qui sont très techniques pour pouvoir interagir avec le monde dans lequel ils sont, mais qui sont conscients des enjeux pour ne pas être confrontés à une perte de sens après quelques années de travail, et aussi qui doivent être ouverts à travailler avec des gens très différents d'eux. Voilà, avec ça j'ai terminé ma présentation. Dans le briefing, il y avait 10 minutes de questions, il reste environ 30 secondes. Voilà.